et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous sommes au Geneva International Motor Show, le salon de Genève, premier rendez-vous européen de l'actualité automobile. Au programme des dizaines de premières mondiales, dont certaines voitures que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir. Tout de suite, le sommaire en images. Dans cette édition de Maxi Test, nous essaierons le nouveau Q3 d'Audi, leader parmi les crossovers. Nous découvrirons la Citroën C4, ses changements extérieurs, intérieurs et sous le capot. Opel remotorise une partie de sa gamme et nous dégusterons le nouveau Moka. Nous prendrons également les commandes de la nouvelle Mazda 2 citadine prometteuse. Enfin, nous assisterons à un duel au sommet chez Nissan avec, entre autres, l'essai du Juke Nismo RS. Alors qu'Audi présente ici la nouvelle R8 et le concept Prologue Avent, nous partons essayer le nouveau Q3 sur les routes du Portugal. Quel que soit l'état du marché, Audi surfe sur la vague du succès et le Q3 en témoigne. Il faut dire qu'avec plus de 400 000 exemplaires vendus dans le monde, il est leader sur bien des territoires, notamment en France. Le Seigneur des Anneaux n'a donc pas besoin de prêcher dans les chapelles pour récupérer plus de fidèles, ils sont déjà beaucoup au rendez-vous. Du coup, au moment du classique repoudrage de milieu de carrière, Audi n'a pas trop usé ses pinceaux. Comme souvent, les retouches se concentrent sur la partie avant, avec une calandre sensiblement plus massive, soulignée par un jonc chromé. Le regard de LED évolue et la touche de modernité se manifeste principalement par les clignotants arrière à défilement horizontal pour mieux indiquer la direction. Avec des boucliers au dessin plus sportif, toutes les versions de Q3 paraissent visuellement plus dynamiques. À l'intérieur, c'est le statu quo. Il s'agit essentiellement de nouvelles associations de couleurs et de matériaux. Il faut dire qu'à ce niveau-là, Audi avait déjà un temps d'avance. Allez, pour en dire un mot, certains boutons de commande ont eu droit à une touche de chrome. Certes, le dessin de planche de bord respire le sérieux, voire carrément le strict, mais la finition et l'assemblage presque légendaire de la marque restent évidemment de haut niveau. Au chapitre des équipements, il y a de quoi ravir les plus exigeants aficionados des technologies à ce jour. Pour rappeler les distraits à l'ordre, au besoin un maintien de fil corrigeant la trajectoire par exemple. Pour ne plus avoir peur la nuit, les très efficaces feux à éclairage LED peuvent faire partie du lot. On en oublie sans doute, vu la longue liste des packs et options disponibles. Au volant, les dimensions compactes de ce SUV long de 4,39 m lui permettent de se faufiler sans crainte au cœur des villes, comme la plupart des berlines compactes. En outre, la position de conduite surélevée permet d'appréhender facilement ce qui se passe autour de soi. Surtout, on peut se permettre d'enjamber les trottoirs sans difficulté et avoir un peu plus de chance de trouver une place de stationnement de taille suffisante. Même s'il se montre à son aise en ville, le Q3 aime surtout les routes et balader ses guêtres dans la nature. Notre terrain de jeu, la vallée du Douro au Portugal, où les 184 chevaux de notre TDI aux normes pollution Euro 6 comme tous les moteurs de la gamme se sont exprimés. La boîte DSG à double embrayage d'une efficacité redoutable nous semble presque indispensable tant elle offre un agrément de premier ordre, associé à ce bloc vaillant qui rend plates les côtes sans coup férir. Le châssis endurci en mode sport valorise le conducteur sur des routes vallonnées comme ici. Néanmoins, les routes bosselées font préférer le mode confort pour préserver les dos fragiles. Au final, surtout avec des consommations abaissées, de l'ordre de 8 à 9 litres environ en ce qui nous concerne, sur un parcours mi-montagneux, le Q3 a les armes pour rester leader. Son prix de base de 31 000 € avec déjà quelques équipements intéressants, font de lui une voiture chère, et pourtant ce sont bien les versions haut de gamme entre 40 et 50 000 € qui s'arrachent. Alors que Citroën révèle ici son nouveau berlingot, nous partons essayer la nouvelle C4 sur les routes du Luberon. La Citroën C4 mène son petit bonhomme de chemin depuis son lancement en 2010 et s'apprête à se refaire une beauté pour rester au goût du jour. Il faut dire que la compacte assemblée sur le site PSA de Mulhouse mène une belle carrière commerciale que le constructeur au chevron compte maintenir en bonne forme jusqu'à son renouvellement.
La C4 est pour nous un succès commercial. Nous en avons commercialisé 450 000 exemplaires depuis son lancement dans 80 pays dans le monde. Alors bien sûr les pays qui ont forcément bien marché, la France, mais aussi l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, et puis d'autres pays comme la Russie ou à l'international le Maghreb. Pour continuer à séduire, la C4 change seulement son regard à l'avant et s'enrichit de blocs optiques arrière plus en accord avec les productions actuelles de la marque. Mis à part une nouvelle gamme de jantes disponibles, les lignes extérieures évoluent donc à peine et c'est tant mieux. On apprécie particulièrement le large toit panoramique en verre qui baigne l'habitacle de lumière. D'ailleurs, à l'intérieur, là aussi, Citroën a agi par petites touches, que ce soit pour la sellerie, certains matériaux et aussi les équipements plus technologiques encore que sa devancière. Nous avons fait évoluer également le véhicule avec des équipements, deux équipements, LED et l'accès et l'aide au démarrage main libre, d'accord, et puis une nouvelle tablette tactile 7 pouces, que ce soit en système audio ou en système de navigation. Toutefois, pour revenir sur ce nouvel écran tactile inauguré par d'autres modèles chez PSA avant cette C4, on en retrouve malheureusement les mêmes griefs. Concernant l'ergonomie, il s'agit juste d'une question d'habitude. Cependant, la réactivité de cet écran mérite d'être encore améliorée au regard de certaines concurrentes moins jeunes et pourtant meilleures à ce niveau-là. L'élève Citroën C4 se plie comme les autres aux normes de la maîtresse Europe en termes de motorisation, toute badgée Euro 6, la dernière en vigueur. On note principalement l'arrivée de deux blocs essence et diesel qui constitueront probablement le cœur de gamme. Des nouveaux moteurs essence avec nos fameux moteurs PureTech, vraiment de dernière génération, qui permettent beaucoup d'agréments et moins de consommation. Donc des PureTech 110 chevaux, boîte mécanique, et 130 chevaux, boîte mécanique et aussi boîte automatique 6 rapports, celle que vous avez pu essayer aujourd'hui. Et puis les moteurs Blue HDI, donc qui répondent aux normes Euro 6, des Blue HDI 100 jusqu'au Blue HDI 150. Pour attaquer les somptueuses routes de l'arrière-pays du Luberon, nous avions opté pour le nouveau diesel Blue HDI de 120 chevaux. À l'usage, celui-ci, bien qu'un peu bruyant à l'accélération, se montre volontaire et coupleux, associé à une commande de boîte manuelle douce et bien guidée. La C4 excelle surtout au chapitre des liaisons au sol, qui font d'elle sans doute la championne du compromis, confort tenue de route de sa catégorie. Malgré une direction manquant un peu de consistance, la compacte au chevron se place au centimètre et plonge à l'intérieur des courbes sans jamais menacer de perdre un soupçon d'adhérence. Nous avions bien cherché à la déséquilibrer sur ces routes qui s'y prêtaient, en vain. Le freinage, dosable à souhait, est particulièrement mordant en mode attaque, ce qui rassure beaucoup. Et pour ne rien gâcher, elle se moque des routes dégradées en les avalant sans faire mal au cœur. Dans une gamme diesel démarrant à 21 550 € en 90 chevaux, pour se l'offrir avec ce moteur puissant et écologique de 120 chevaux, il faut en débourser 28 100. À comparer entre autres avec une Golf de 150 chevaux au tarif voisin, mais moins équipée. Ainsi dotée, la Citroën C4 devrait continuer de trouver son public. Il y a en fin de compte deux clientèles principales pour C4, bien sûr les clientèles des particuliers, donc avec des couples assez jeunes, sans enfants, ou des couples de retraités actifs, et puis bien sûr pour une vente sur deux, on a les entreprises, les ventes aux entreprises qui sont très importantes. Néanmoins, on aurait aimé encore plus d'équipements d'aide à la conduite et de confort pour pouvoir mieux se défendre face à ses rivales qui n'ont pas sa qualité d'agrément au volant, premium incluse. Opel profite de Genève pour révéler en première mondiale la Corsa version sportive ou OPC et l'Opel Karl. Nous partons essayer le nouveau Mokka sur les routes d'Irlande. Opel, l'un des leaders des SUV compacts en Europe, décide de doter son Mokka d'une nouvelle motorisation diesel. Alors il s'agit d'un 1.6 de 136 chevaux qui rejette moins de CO2. Alors la question est de savoir si cela améliore son agrément de conduite. C'est quelque chose que nous allons découvrir maintenant sur les routes d'Irlande.
Est-ce que nouveau moteur rime avec nouveau design? Le mieux encore est de le comparer à l'ancien Moka. Pour en comparer les différences, eh bien nous allons voir ça tout de suite. Effectivement, nous avons pu trouver un Irlandais qui dispose de l'ancien modèle. Alors, est-ce qu'il y a véritablement des différences? On voulait simplement constater qu'il n'y en a strictement aucune. Alors, on peut se demander effectivement si des choses changent dans l'habitacle. Eh bien, je vous le donne en mille, strictement rien non plus. Et c'est pourquoi nous allons donc nous concentrer sur cette nouvelle motorisation. Et nous voici maintenant à bord pour juger la conduite de ce Moka. L'arrivée d'un nouveau moteur s'accompagne, la plupart du temps, d'un restylage esthétique, pour redonner un coup de fraîcheur au modèle. De ce point de vue-là, il semblerait qu'Opel ait joué la sécurité, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, le plus important ne se situe bien évidemment pas là, mais comme on l'attendait, sous le capot. Ainsi, Opel oublie l'ancien 1,7 litre de 130 chevaux. Dès le tour de clé, on remarque immédiatement la différence de niveau sonore du nouveau bloc. Il se fait autant remarquer par sa discrétion que l'ancien par sa présence, et c'est tant mieux. La disponibilité de son puissant couple de 320 Nm assure un meilleur punch en milieu de régime et s'essouffle moins rapidement que l'ancien moteur. Du coup, les reprises nous donnent la sensation d'avoir bien plus que les 136 chevaux de la fiche technique. Bien accompagné par une boîte de vitesse douce et bien guidée, le Moka gagne largement en agrément et permet ainsi de mieux profiter de son châssis taillé pour aligner les bornes. Par rapport aux références en termes de comportement que sont les Peugeot 2008 et Renault Captur, le Moka se montre certes un peu moins rigoureux, mais n'a rien à leur envier côté confort. En revanche, avec ce nouveau CDTI 136, les deux Français sont désormais sur ce point un peu derrière, tant celui-ci est agréable à mener. Pour ne rien gâcher, il montre un appétit raisonnable, 5,5 litres au 100, dans notre réalité irlandaise au parcours de moyenne montagne. Dès lors, le Moka, qui surprend ses concurrents directs qui ne s'attendaient pas à ce qu'Opel les dérange sur le podium, se fait encore mieux voir dans leur rétroviseur. En outre, sa grille tarifaire en offre souvent plus que les autres maisons pour un prix inférieur, avec des moteurs moins puissants. Une chose est sûre, la conduite de ce Moka avec ce moteur diesel offre de meilleures sensations qu'à bord de ce bateau. En termes de tarifs, ça démarre à 23 350 € et dans sa finition la plus haute, ça ne dépasse pas les 29 000. Première régionale pour la nouvelle Mazda 2, petite citadine extrêmement prometteuse que nous avons essayée sur les routes de Catalogne. Après une longue carrière depuis 2008, la Mazda 2 revient avec de nouvelles armes et encore plus d'ambition. Ce modèle méritait en effet une descendante pour mieux se battre dans ce marché surchargé des citadines en Europe avec des stars indéboulonnables. Il faut dire que l'année passée permet aux constructeurs d'envisager la suivante sous de meilleurs auspices. Alors la marque s'est bien comportée en 2014, qui était pour nous une année de consolidation, puisqu'en 2013 on avait fait plus 25%. Donc nous avons maintenu nos positions en 2014 sans grande nouveauté produit, puisque les nouveautés produits arrivent en 2015.
Cette nouvelle Mazda se distingue en premier lieu par son design atypique. Elle affiche une face avant particulièrement agressive et dynamique, avec ses yeux effilés et son imposante calandre en V. On lui trouve un regard plutôt reptilien, alors que son profil en flèche se termine sur un arrière répondant à l'avant dans le même langage de style. De ce point de vue, elle apporte une fraîcheur qui rend fade quelques concurrentes quand elle croise sa route. L'intérieur résolument moderne et assez épuré fait un bond de géant comparé au modèle précédent en termes de finition. Elle s'offre même quelques touches de raffinement à l'image d'une partie de l'habillage de la planche de bord en cuir surpiqué et de la sellerie. Là où la petite Nippon fait fort, c'est surtout sur les équipements technologiques qu'on retrouve d'habitude chez les grandes. Sans les citer tous, on fait référence à l'affichage tête haute, l'aide au maintien de fil pour les étourdis entre autres. Et il s'agit là d'un simple aperçu des améliorations manifestes par rapport à sa devancière. La Mazda 2 actuelle est un peu plus grande, elle fait 14 cm de plus et pour autant elle n'a pas grossi en termes de poids. Donc c'est une voiture qui est légère, elle fait 970 kg dans sa version la plus basse et c'est intéressant parce que ça donne une petite voiture maniable, agile, plutôt dynamique. Malgré ses dimensions proches d'une Clio 4, elle donne un faux sentiment d'étroitesse quand deux grands gabarits sont à bord, même si on s'y trouve en fait pas mal à l'aise. À son volant, on conduit une petite puce particulièrement légère et donc à son aise en ville, notamment avec un rayon de braquage impressionnant. Ce poids modeste en dessous de la tonne donne justement envie d'aller s'amuser sur les petites routes des hauteurs catalanes. Elle ne se montre pas inconfortable sur autoroute, mais les bruits d'air importants au-delà des 100 km/h compliquent cet exercice. Sa direction bien assistée, peut-être un peu trop, nous aide à la faire tourner autour des épingles aussi facilement qu'une danseuse sur ses pointes. Il faut surconduire pour la mettre en difficulté, ce qui, on en convient, a peu d'intérêt. Notre moteur essence de 90 chevaux font de cette Mazda 2 assurément une des plus performantes de sa catégorie. Cela étant, même si la boîte automatique est un modèle de douceur, elle patine légèrement sur le premier apport. Les consommations en conduite normale dans la vraie vie s'établissent aux alentours des 6 litres, mais peuvent allègrement s'envoler vers les 10 litres quand le conducteur branche son cerveau sur spécial de rallye. Cette Mazda a ainsi du caractère à revendre, mais moins qu'une DS3 ou une Mini, ses rivales désignées. Aujourd'hui, on part d'un petit volume. On envisage de faire environ cette année 2200 Mazda 2 et en année pleine environ 4000. Donc on sera encore en deçà à ce moment-là de nos principaux concurrents, mais je dirais que si on atteint notre objectif de faire 4000 Mazda 2 en année pleine, ce sera déjà une belle réussite. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette voiture, c'est que quand on parle de citadine polyvalente, j'étais un peu sceptique sur le fait qu'elle puisse sortir hors de la ville. Je dirais qu'en ville, c'est une voiture plutôt agréable à conduire, mais j'ai trouvé que sur des petites routes sinueuses quasiment de montagne dans lesquelles nous avons pu l'essayer, elle avait un équilibre tout à fait remarquable. On est passé rapidement dans les virages sans que les pneus hurlent, etc. Et je dois dire que ça m'a plutôt favorablement impressionné. Donc je pense que c'est une voiture qui est très bien née. Et quand on a une voiture aussi bien née que ça, on rêve toujours d'avoir un moteur un petit peu plus puissant que celui qu'on a. Peut-être l'aura-t-on. Évidemment, on adorerait nous aussi se glisser au volant d'une version sportive MPS. Mais en attendant, la japonaise arrive sur le marché des 14 450 € avec un bloc essence de 75 chevaux, 18 800 pour notre 90 chevaux. Il existera un diesel de 105 chevaux, au tarif oscillant entre 18 000 et 20 000 € suivant les équipements. Une politique tarifaire qui la rend compétitive face aux citadines chic avec des prix de généralistes. La branche motorsport de Nissan, Nismo, propose un Juke encore plus radical, le Juke Nismo RS, que nous partons essayer et engager dans un duel fratricide. Le Juke tout juste restylé nous revient avec une version encanaillée baptisée Juke Nismo RS. Et c'est d'abord par le design que celui-ci se différencie. Notons le bouclier avant spécifique paré d'un liseré rouge,
une calandre badgée Nismo RS et des bas de casse de la même veine. À l'arrière, un baquet de coffre et un bouclier intégrant un diffuseur complètent la tenue de sport. On n'oublie pas les grosses roues et les freins bien dimensionnés. Dans l'habitacle, on retrouve de superbes sièges baquets par Recaro, un volant sport gainé d'Alcantara, des compteurs à fond rouge, la panoplie indispensable pour se prendre pour un apprenti pilote. Sous le capot, un 1,6 litre essence de 218 chevaux offre des performances rares sur ce segment, notamment un 0 à 100 km/h exécuté en 7 secondes. Pour l'efficacité, le train avant, qui doit faire passer à lui seul les 218 chevaux, dispose d'un différentiel à glissement limité. Ainsi doté, le Juke rend la route plus fun. Les remontées de couple dans le volant quand on le bouscule rendent la conduite plus virile, ce qui valorise son propriétaire. Son comportement plus rigoureux et plus incisif dans les virages nous donne envie de nous rendre sur un terrain plus adapté. Alors nous essayons aujourd'hui le Juke Nismo RS. Alors qui dit Nismo dit évidemment circuit, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur le circuit de l'Ouest parisien. Et aussi pour piloter cette voiture, eh bien, il nous fallait tout simplement un pilote. Et aujourd'hui notre invité c'est justement un pilote Nismo, Gaëtan Paltou. Gaëtan, on ne devient pas un pilote Nismo comme ça. Tu es pilote de la GT Academy, alors qu'est-ce qui s'est passé entre la finale de la GT Academy et le moment où tu t'es glissé au volant de la GTR GT3 aux 24 heures de Dubaï? Il y a beaucoup de choses qui se passent entre le moment où on gagne la GT Academy et le moment où on s'assoit vraiment dans le baquet dans la GTR à Dubaï. J'ai eu 2 mois de formation à Silverstone, 2 mois de formation d'un programme de développement pour devenir pilote professionnel concocté par Nissan. Donc beaucoup de fitness, beaucoup de coaching en termes de pilotage, en termes de mental aussi pour être préparé pour les courses, beaucoup de simulations. Donc c'était très complet et ça nous a vraiment fait évoluer pour Dubaï. Alors j'ai un petit défi pour toi. Est-ce que tu penses que toi pilote au volant du Juke Nismo RS, tu peux me battre moi, humble journaliste, qui serait au volant du Nissan GTR? Écoute, au vu des conditions, t'as quand même un avantage avec 4 motrices. Mais ouais, 550 chevaux, 218 dans le Juke, ça va être compliqué. Il va falloir que je donne du meilleur de moi-même. Alors après les 24 heures de Dubaï, j'imagine que tu as des ambitions de pilote professionnel. Quand tu vois que Nissan va courir aux 24 heures du Mans dans la catégorie Rennes, en LMP1, ça te fait rêver, non? Oui, ça fait rêver évidemment. Lucas et Yann sortent du canapé comme moi et quand on voit qu'ils vont courir dans la plus grosse catégorie au Mans, c'est quand même juste incroyable face à des noms, des légendes du Mans. Donc ça fait forcément rêver. C'est ma course, on va dire, qui fait rêver quasiment tout pilote. Donc avec un concept en plus comme la GTR et la Nismo, c'est quand même assez décalé et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et peut-être un jour, pourquoi pas, être au volant. Ouais, 550 chevaux, on peut rien faire. Il arrive pas à accélérer là, il arrive pas. Bon, la ligne droite, normalement il nous fume, voilà. Ah, il est trop à l'intérieur là. Vas-y, ouais. On va le prendre à l'intérieur là. Oui. Bon bah Gaëtan, je dois admettre que j'ai perdu. Alors à ton avis, à quoi c'est dû justement? Pourquoi avec une voiture qui a moins de chevaux, tu as pu me battre moi au volant d'une GTR en dehors de mon pilotage minable? Ah, j'étais un petit peu habitué à ces conditions, là c'est des conditions un petit peu difficiles. Bon, j'ai fait 2 mois en Angleterre, donc conduire sous la pluie, on a fait un paquet de fois. Donc c'est plus facile on va dire dans ces conditions. Et bien après cette belle session circuit, eh bien on peut en conclure que effectivement on peut avoir une voiture relativement modeste et pourtant bien s'amuser au volant. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Nous vous disons au mois prochain pour Maxi Test et à très bientôt sur l'antenne de Motors TV.